La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Martin Rueff propose une séance intitulée « Être loin ». Mesdames, Messieurs, bonjour. Il me revient cette année encore de vous présenter les vœux de notre équipe, à la fois équipage et équipé, l'équipage du cours de philosophie méthodique et populaire. Je voudrais le faire sans sacrifier la philosophie à la solennité ou à la cérémonie, en rappelant qu'il y a dans tout vœu, dans tout souhait, l'expression d'une espérance qui n'est pas étrangère à la troisième des 4 questions posées par Kant. Que m'est-il permis d'espérer ? Les vœux annuels ne sont-ils pas, avec les étrennes qui les accompagnent, une forme de réponse à la question « Que m'est-il permis d'espérer ?» de 2021, de ma vie maintenant, de nos vies, mais aussi de notre vie commune. Notons bien que l'espérance ne se confond pas avec le projet ou avec l'entreprise. On n'espère jamais pour soi ou pour les autres que ce qu'on n'est pas sûr d'obtenir. On espère quand on doute, quand le temps semble se dresser entre moi et ce que je veux, quand la vie semble faite de telle sorte que les chances de l'espérance soient fragilisées. Et qui oserait dire, au sortir de cette année 2020, que les chances de l'espérance semblent plus que jamais fragilisées. Mais justement, espérer, ce n'est pas compter sur, mais vouloir que sans être sûr que, justement. Il y a quelque chose de profondément allogique dans l'espérance, qui surgit dans un ordre et dans un monde fermé, confiné. Mais l'espérance ouvre là une carrière d'existence et d'histoire. Sans doute l'espoir ne fait-il pas vivre, comme le voudrait la formule, mais donne-t-il un sens à la vie, ou au moins permet-il d'échapper aux forces qui nous convainquent que la vie en serait dépourvue ? Passion pour le possible, envoi, démenti au réel refermé, resserré, riposte de la surabondance du sens à l'abondance du non-sens. Ce que nous espérons, s'il advenait, nous prendrait peut-être au dépourvu. Toute espérance, donc, en son jaillissement, et qu'il s'agisse d'amour ou de beauté, est aporétique. Mais si cette nouveauté ne donnait pas à penser, l'espérance ne serait qu'un cri, une fulguration sans suite, un vœu pieux. Il n'y aurait pas de doctrine eschatologique si la nouveauté du nouveau ne s'explicitait pas dans une entreprise indéfinie de signes, ne se vérifiait pas dans le sérieux d'une interprétation qui sans cesse départage l'espérance de l'utopie. C'est pourquoi j'ai décidé, une fois n'est pas coutume, de confier ces vœux à un poète de l'espérance, à un poète très fort de toutes ses grandes fragilités, et sans doute un des plus forts parce qu'un des plus fragiles. C'est Verlaine que je veux citer encore, et ce merveilleux poème de la bonne chanson. N'est-ce pas ? N'est-ce pas, en dépit des sots et des méchants, qui ne manqueront pas d'envier notre joie, nous serons fiers parfois et toujours indulgents, n'est-ce pas ? Nous irons gais et lents, dans la voie modeste que nous montre en souriant l'espoir, peu soucieux qu'on nous ignore ou qu'on nous voit. Isolés dans l'amour ainsi qu'en un bois noir, nos 2 cœurs, exhalant leur tendresse paisible, seront 2 rossignols qui chantent dans le soir. Quant au monde, qu'il soit envers nous irascible ou doux, que nous ferons ces gestes. Il peut bien, s'il veut, nous caresser ou nous prendre pour cible, unis par le plus fort et le plus cher lien, et d'ailleurs, possédant l'armure adamantine, nous sourirons à tous et n'aurons peur de rien. Sans préoccuper de ce que nous destine le sort, nous marcherons pourtant du même pas, et la main dans la main avec l'âme enfantine de ceux qui s'aiment sans mélange, n'est-ce pas ? Au-delà des résonances troublantes de ce poème avec notre présent, au-delà de la douceur douloureuse de ces vers, est-il poème qui mit jamais mieux en valeur à la fois la force et la fragilité des vœux
et avec eux de l'espérance. Car espérer, c'est toujours se douter que l'objet de notre espoir finira par nous échapper, c'est espérer en dépit de ce doute. C'est ce que l'on pourrait appeler, avec Verlaine, la fonction n'est-ce pas de l'espoir. On notera que la beauté du poème vient de ce que l'hymne, qui célèbre l'en avant des amants, leur marche triomphante à coups de petite souveraineté et d'armure enfantine, est fissurée de part en part par l'élégie qui demande « n'est-ce pas ?» Et on est en droit de se demander si ce qui nourrit le doute n'est pas davantage l'incertitude du nous que la certitude, pour parler comme Voltaire, du mal sur la terre. Car si nous ne doutions pas de nous, si nous ne doutions pas du défaut que nous faisons chaque jour, que nous nous faisons chaque jour l'un à l'autre, alors nous n'aurions peur de rien. L'espoir, mesdames et messieurs, n'est pas le contraire de la peur, cette arme utilisée aujourd'hui politiquement. Il peut se loger en elle pour la retourner contre elle et ouvrir le monde vers des infinis modestes en luttant contre toutes les formes de confinement. Je vous souhaite donc, au nom de toutes et de tous, une meilleure année 2021, une année plus ouverte, plus fluide, intense et joyeuse. Les cours que je vais vous proposer, les 3 cours que je vais vous proposer, sont liés. Ils s'intitulent « Être loin »,« Être près »,« Être avec ». Et je voudrais commencer en introduction. Vous avez reçu de la part de François Nida et de son service le texte qui va vous servir de guide, le plan de ce cours. Je voudrais donc commencer par m'interroger sur la relation de ces questions. Les liens de notre être à l'espace dans lequel nous vivons sont tels que la langue les exprime avec force. À la question « Où en sommes-nous ?», une question plus simple et plus fondamentale semble servir de fondement. Où sommes-nous ? Où en sommes-nous donc en 2021 avec la question « Où sommes-nous » ? Est-elle susceptible, cette question, de recevoir une réponse en des termes philosophiques ? Nous qui sommes aujourd'hui les séparés, les masqués, et qui nous trouvons condamnés, comme je le suis devant cette salle vide, pour vous parler à être loin, dissociant de manière douloureuse l'espace de la parole de l'espace, défaisant l'ancrage même de l'énonciation, manquant de vos visages pour adresser mon propos, ne dois-je pas m'interroger, avec vous et sans vous, sur ce que c'est que d'être loin et d'être près ? Nous ferons ensemble de ces 2 dimensions de notre expérience quotidienne des lieux de l'interrogation philosophique pour nous orienter dans la pensée, selon une formule employée par Kant dans « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?», un texte de circonstance publié en octobre 1786 dans la Berlinische Monatsschrift, la revue berlinoise mensuelle, de Biester, l'une de ces nombreuses revues qui militaient à la fin du XVIIIe siècle pour le triomphe de l'Aufklärung. Avant de revenir plus en détail sur ce texte, qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ? Une réflexion sur la pensée de l'orientation de notre être dans l'espace, si la formule a un sens, n'est pas superflue. Soit donc, être loin, être proche, être avec. 3 prémices se relèvent nécessaires. D'abord, nous allons aborder la question de la spatialité en philosophe. Ce n'est là qu'une approche possible, une approche parmi d'autres. Il en est beaucoup, toutes passionnantes. Nous pourrions par exemple réfléchir sur l'espace des savants. Et dans ce cadre, bien sûr, distinguer encore, puisqu'il y a l'espace des mathématiciens, des géomètres, et aussi celui des physiciens et même des astrophysiciens.
Il y a bien sûr, et comment l'oublier, l'espace des géographes et des politologues, spécialistes en frontières et en migration. Il y a aussi l'espace des historiens, qui nous apprennent comment notre perception de l'espace est culturelle et s'inscrit dans l'histoire des techniques et des moyens de transport. Ce qui est loin et ce qui est près dépend bien sûr du temps que nous mettons pour le rejoindre, à pied, en bus, en voiture, en train, en avion. Et on peut, à ce titre, opposer maintes descriptions de notre rapport historique à la distance, à travers les récits que la littérature et les arts nous ont légués. Voyage à pied de Rousseau, à Roubaud, voyage en train de Proust, voyage en avion de la littérature et du cinéma d'aujourd'hui, voyage en fusée aussi. Je vous renvoie, pour ces questions, au beau livre de Christophe Studeny, L'invention de la vitesse, France, 18e, 20e siècle, dans lequel, précisément, Studeny évoque une histoire culturelle de notre rapport à l'espace. Il y a aussi l'espace des linguistes et des grammairiens, et nous nous y arrêterons longuement aujourd'hui, car un lien d'essence relie la parole à l'espace. Nous ferons même le pari que notre perception de l'espace, du lointain, du proche et de l'avec, nécessite une méditation sur la prise de parole. Celui qui est loin, vous, n'est-ce pas d'abord en droit celui à qui je ne peux pas parler, à qui je ne peux pas adresser ma parole, que je ne peux pas atteindre, comme le dit le lexique de la communication. Je ne parviens pas à t'atteindre. Je ne parviens pas à te parler. Dans des pages célèbres de l'essai sur l'origine des langues, Rousseau a articulé une réflexion sur l'origine de la parole, une méditation sur l'espace et une théorie des affects. Je me placerai dans ces trois cours sur l'autorité de ce premier chapitre de l'essai sur l'origine des langues, que je cite, vous l'avez dans vos notes. Les moyens généraux par lesquels nous pouvons agir sur les sens d'autrui se bornent à deux, savoir le mouvement et la voix. L'action du mouvement est immédiate par le toucher ou médiate par le geste, la première ayant pour terme la longueur du bras, quand je te tape sur l'épaule ou quand je te caresse pour attirer ton attention, ne peut se transmettre à distance, mais l'autre atteint aussi loin que le rayon visuel, quand j'essaie par exemple de te faire signe de loin, pour te signaler ma présence. Ainsi reste seulement la vue et l'ouïe pour organes passifs du langage entre des hommes dispersés. Quoique la langue du geste et celle de la voix soient également naturelles, toutefois la première est plus facile et dépend moins des conventions, car plus d'objets frappent nos yeux que nos oreilles, et les figures ont plus de variété que les sons. Elles sont aussi plus expressives et disent plus en moins de temps. L'amour, dit-on, fut l'inventeur du dessin. Il put inventer aussi la parole, mais moins heureusement, peu content d'elle, il la dédaigne. Il a des manières plus vives de s'exprimer que celle qui traçait avec tant de plaisir l'ombre de son amant lui disait de choses. Quel son eût-elle employé pour rendre ce mouvement de baguette? Le scénario indiqué par Rousseau semble bien établi. Pour toucher quelqu'un, il faut être prêt. Pour lui faire signe, on peut être plus ou moins loin. Pour lui parler, il faut être prêt. Pour se faire entendre, en criant ou en murmurant ou en susurrant, il faut être, la formule est belle, à portée de voix. Quant à l'écriture, elle semble si bien s'accommoder de la distance que si je ne peux te parler, je n'ai pas besoin de t'écrire, que si je peux te parler, je n'ai pas besoin de t'écrire, et que si je t'écris, c'est que tu es loin ou qu'en droit, je fais comme si tu l'étais. Jacques Derrida, dans son ouvrage de la grammatologie, a tiré des conséquences radicales de ce rapport entre distance et écriture. Rousseau rappelle l'origine du dessin,
La jeune fille, fille de Dibutadès, à la veille du départ de son chéri, reproduit sur le mur le tracé de son ombre, double absentement, pourrait-on dire, et il dira plus loin les liens qui nouent la passion et la parole autour de l'eau des fontaines. Le texte est beau, il est fort. L'espace est une condition de la communication. Un certain espace est une condition de la parole. Reste à comprendre comment entendre cette condition. Car de fait, mesdames et messieurs, vous êtes loin et nous ne partageons pas tout à fait le même espace, et pourtant je vous parle. Il nous faut donc comprendre comment l'espace de la parole et la parole de l'espace peuvent être soumis à de telles décoïncidences, pour reprendre un terme de François Julien. C'est le problème si vivement vécu aujourd'hui qu'il définit notre propre situation de téléphonie, de parole, de voix à distance, dont la visioconférence n'est qu'un avatar. Et puisque l'époque, friande en néologisme, nous propose l'opposition du distanciel, être loin, et du présentiel, être près, demandons-nous en quoi la distance et la proximité affectent la parole, et en retour en quoi la parole les affecte. La deuxième prémisse touche à l'articulation de nos trois cours, être loin, être près, être avec. Ces trois formules sont construites de la même manière. Elles ont un tour philosophique, puisqu'elles s'appuient, toutes trois, sur l'infinitif du verbe être, qui porte au concept les expressions de la langue courante. C'est la fameuse tournure socratique de l'interrogation philosophique, ti esti, qu'est-ce, qu'est-ce que, le beau, le courage, la justice. Ces trois formules articulent toutes trois ce verbe être à un adverbe, loin, près, avec, même si avec est aussi une préposition. Pour rentrer dans des constructions prépositionnelles, loin et près ont besoin de la préposition de, ce qui n'est pas cas de avec. Comparons en effet les constructions suivantes. Ils habitent loin, c'est près, et pour la complémentation, il habite loin de Paris, c'est près d'ici. Alors qu'avec est tout uniment adverbe et proposition, il n'a pas besoin de la béquille du de pour se construire avec une complémentation, il viendra avec Patrick, par exemple. On fera aussi remarquer que loin et près se définissent par rapport au sujet qui parle. Ce qui est loin, ce qui est près, c'est ce qui est loin ou près de moi. Loin et près ne relèvent pas, en d'autres termes, d'une géométrie de l'espace, mais d'une phénoménologie du corps propre, engageant l'espace, entendons-nous, d'une réflexion sur le lieu. Vous savez sans doute que les Grecs anciens ne distinguaient pas l'espace du lieu, le topos était uniment l'un et l'autre. Nous distinguons ces deux modalités d'appréhension de la spatialité et nous les distinguons non seulement dans le lexique, le lieu, le non-lieu et l'espace, mais aussi dans le type de philosophie qui s'en saisit. Puisque l'espace est la détermination géométrique de la spatialité, tandis que le lieu est sa détermination phénoménologique. Vous ne diriez pas, par exemple, de deux points de l'espace qu'ils sont loin, mais qu'ils sont distants, et la distinction du lointain et du distant est l'expression en langue de la distinction de la spatialité de l'espace et de celle du lieu. Ce qui est loin ne se confond pas, vous le savez fort bien, avec ce qui est distant, car vous pouvez vous sentir très près de quelqu'un qui est très loin de vous, et très loin, de quelqu'un qui est à côté. On peut dire que cette situation dans laquelle nous nous trouvons
rend particulièrement spectaculaire cette distinction, puisque je fais cours à distance, donc une distance géométrique nous sépare, comblée par les bienfaits de la visioconférence assurée par nos amis de la BNF, mais en même temps, je peux être à distance et proche si jamais ma parole a quelque effet sur votre pensée. De la même manière, quand dans un couple, on veut dire que quelqu'un s'éloigne, eh bien on va dire justement qu'on le sent loin, je le sens loin, alors qu'il est tout proche. Il est peut-être insuffisant de dire, on y reviendra tout à l'heure, que loin et proche dépendent d'une phénoménologie de la perception. Ce sont peut-être, c'est la thèse de Heidegger, de Martin Heidegger, la détermination la plus propre de la spatialité. Il faut aussi remarquer, même si cela va de soi, que loin et près sont des contraires, des antonymes. Cette opposition les noue comme un couple d'opposés qui peut faire sembler le troisième terme « avec » comme un intrus. Si on avait fait un jeu, le jeu des intrus, et que je vous avais demandé lequel de ces trois termes est un intrus, est-ce que c'est loin, est-ce que c'est près ou est-ce que c'est avec, la réponse serait sans doute tombée sur avec. On se demandera néanmoins comment avec s'articule avec loin et près. Ce terme, ce troisième terme, ne peut-il pas entrer en relation avec les deux premiers? Ne peut-il pas entrer en jeu avec eux? Or, l'expérience nous l'apprend comme la langue nous l'apprend. Être loin, c'est souvent ne pas être avec. Être près, c'est être avec. C'est si vrai que celles et ceux qui sont avec nous, de celles et ceux qui sont avec nous, nous disons volontiers que nous nous sentons proches et même qu'ils sont des proches. L'avec n'étant pas simplement donc une qualité de la relation intersubjective, mais une détermination spatiale de cette qualité. Être proche d'eux, c'est une détermination spatiale, mais c'est aussi une qualification éthique de la relation. La proximité est affaire de sentiments, tout autant, si ce n'est plus, que d'espace. Nos proches, ce sont bien ceux avec qui nous nous sentons, malgré la distance proche, près, malgré la séparation. J'ajoute par exemple qu'il en va de même avec le terme intime, être intime avec quelqu'un ou être l'intime de quelqu'un. Évidemment, c'est une détermination morale d'une relation intersubjective, mais vous vous souvenez peut-être que ce terme est le superlatif de intus, dedans, qui au comparatif fait intérieur, ce qui a donné intérieur, et intimus, le superlatif d'intus, donc l'intimité est elle aussi une détermination de la spatialité et de la relation intersubjective. Enfin, dernière remarque sur ces trois termes, ces adverbes et ces prépositions spatiales ont une signification temporelle, ou du moins peuvent l'avoir. Loin, ce peut être loin dans l'espace ou loin dans le temps. Vous le dites quand vous dites d'un souvenir qu'il vous semble loin. Oh, c'est loin, cette histoire, c'est loin. Il en allait de même en latin. Le mot du français loin vient du latin longue, long, longuement, loin, au loin, qui signifie aussi longuement en un sens temporel, aliqua longius dicere, exposer quelque chose plus longuement, aliquius vitam longius producere, faire vivre quelqu'un plus longtemps. On admirera l'étymologie du mot longtemps, qui confirme l'hypothèse bergsonienne. Le longtemps, c'est du temps étiré au loin dans l'espace. Quant à près, il peut signifier l'imminence, c'est près, c'est pas près d'arriver. Cela signifie que vous utilisez l'adverbe près pour
parler du temps pour le qualifier. Loin, près, avec, indique les coordonnées de notre être au monde. Il porte notre rapport à l'espace et à autrui à travers la détermination du rapport de notre parole à l'espace. Ils indiquent une pensée de la relation aux autres, à l'autre, espace, parole, relation, être loin, être près, être avec. La troisième prémisse touche à l'importance que j'accorderai dans ces trois leçons à la phénoménologie de Martin Heidegger, au Martin Heidegger de 1927, celui du chef-d'œuvre Être et temps, ce qui ne signifie pas le moindre accord, évidemment, éthique ou politique, avec la philosophie de Martin Heidegger, dont les compromissions avec le régime nazi ne sont plus à démontrer depuis la publication des Cahiers noirs, mais la condamnation la plus ferme de la philosophie de Martin Heidegger peut aller, c'est ce que je vais montrer, avec l'attention accordée à ces descriptions phénoménologiques qui sont, sur certains points, absolument indépassables. Or, si, comme le soutient Wittgenstein, la nomination d'un concept est le moment le plus poétique de la pratique philosophique, il revient à Martin Heidegger d'avoir frappé un concept, comme on frappe une monnaie ou une médaille, d'une portée décisive, en préfixant le verbe être loin, être près, être avec, d'une préposition spatiale pour définir l'étang exemplaire sur lequel, je le cite, déchiffrer le sens de l'être, à savoir le Dasein. Heidegger a inventé la description de cet étang exemplaire que nous sommes, vous et moi, et pour lesquels il y va de notre être. Il lui a donné le nom de Dasein, d'être là. Je cite Heidegger, « Cet étang que nous sommes toujours nous-mêmes et qui a entre autres la possibilité essentielle du questionnement, nous le saisissons terminologiquement comme Dasein. » Que Heidegger, de son propre aveu, ne soit pas parvenu lui-même à tirer les conséquences de sa propre intuition, puisqu'il subordonne la spatialité du Dasein à sa temporalité, je vais y revenir après Didier Franck, l'affaire est sans doute grave. Mais l'essentiel pourtant n'est pas là. Ce qui domine ici, c'est bien cette préfixation qui met l'espace, le da, le là, avant toute chose, suspendant l'être du Dasein au là de l'être, le Dasein est l'être du là. De quel là s'agit-il ? La promotion du da par l'appellation Dasein correspond-elle à une reconnaissance du primat de la spatialité ? C'est pour répondre à cette question, d'une certaine manière, que je solliciterai Heidegger dans ces trois cours, être loin, être près, être avec. Une vingtaine d'années après la publication de Sein und Zeit, en 1949 plus précisément, Heidegger précisait « Pour atteindre simultanément et d'un seul mot à la fois le rapport de l'être à l'essence de l'homme et la relation essentielle de l'homme à l'ouverture, le là de l'être comme tel, fut choisi, pour le domaine essentiel où l'homme se tient en tant qu'homme, le nom Dasein. Le mot Dasein ne vient pas plus à la place du mot conscience que la chose nommée Dasein ne vient à la place de ce qui est représenté par le nom de conscience, bien plutôt, et j'y insiste, pardonnez-moi, est nommé par Dasein ce qui doit être avant tout éprouvé comme place, à savoir comme la localité de la vérité de l'être, et ensuite être pensé de manière correspondante. Le regard rétrospectif qu'il jette sur son invention
permet à Heidegger d'articuler de manière intrinsèque deux motifs. D'une part, le Dasein n'est pas un autre nom de l'homme, mais celui d'un dispositif qui est aussi une méthode d'accès, une voie d'accès à la question de l'être. Et d'autre part, la localité ici en question est celle de l'ouverture de l'être à même le Dasein, ce qui est nommé ici la localité de la vérité de l'être. L'analytique du du Dasein est donc le préalable à la question du il y a de l'être. On ne saurait trop insister, me semble-t-il, sur l'importance de ce lien. Au cœur de l'ontologie de Heidegger, le rapport entre l'analytique du Dasein et l'ontologie elle-même repose sur la relation entre deux pronoms de tournure prépositionnelle, le da, le la du Dasein, et le i, le y, du il y a de l'être. Or, et je ne tarderai pas à y venir, dans le chapitre 2 de l'analytique du Dasein, consacré à l'être au monde comme constitution fondamentale, après le chapitre 2, consacré à l'être au monde comme constitution fondamentale du Dasein, le chapitre 3 porte sur la mondanéité du monde, paragraphes 14 à 24, à savoir la spatialité, et le chapitre 4 sur l'être avec. C'est donc Heidegger lui-même qui relie ces trois approches adverbiales et prépositionnelles qui font l'objet de nos cours, être loin, être proche, être avec. En d'autres termes, on pourrait dire que les trois cours que je vous propose consistent à comprendre l'articulation de ces deux chapitres. C'est donc Heidegger lui-même qui articule la spatialité et l'être avec. Peut-être ces trois cours ne serviront-ils, au fond, qu'à introduire à cette articulation. Mais précisons, sans entrer dans la lecture du grand livre que Didier Franck consacra jadis à Heidegger et le problème de l'espace, on peut faire cas de ce que Heidegger considère l'éloignement et la proximité comme des existentiaux du Dasein. Je le cite. Le Dasein est essentiellement déséloignant, c'est-à-dire pour Heidegger, je reviendrai sur ce problème de traduction, le Dasein est celui qui déséloigne, c'est-à-dire qu'il laisse à chaque fois, comme l'étant qu'il est, de l'étant venir à sa rencontre dans la proximité. Il y a dans le Dasein une tendance à la proximité. Nous sommes, vous et moi, dans la séparation et le lointain, de bons exemples de cette tendance. Car, aussi éloignés que nous soyons, nous avons tendance, en ce moment même, à nous rapprocher. Il y a, dans le Dasein, une tendance à la proximité. Il y a, à chaque fois, pour l'étant qu'il est, une tendance à déséloigner ce qui est loin. Les pensées, les objets, les êtres, les images. Comment comprendre alors ce déséloignement? Comment comprendre cette tendance à la proximité? Comment articuler être loin, être près, être avec, autant de la téléphonie et du tout écran, plein écran. La téléphonie, c'est bien la phonée, la voix, portée non pas au près, mais au loin, exactement comme ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous téléphoner, c'est-à-dire je suis en train d'être avec vous, auprès de vous, en étant loin, et la circulation de ces trois formules, être loin, être près, être avec, est assurée par cette téléphonie. C'est donc à cette téléphonée que je vais consacrer la leçon d'aujourd'hui en mêlant, vous allez le voir, philologie, philosophie et poème d'amour.
Être loin, être près, être avec, pronom, parole, espace. Qu'il me soit d'abord permis de m'adresser à vous en décrivant la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je m'adresse à vous sans partager le même espace que vous. Je suis dans le petit auditorium de la BNF et les unes et les autres, vous êtes chez vous ou peut-être dans un lieu dans lequel vous pouvez suivre ce cours ou peut-être que vous l'écouterez plus tard en podcast. Je ne vous vois pas, même si j'essaie de vous regarder, vous ne me voyez pas. La parole nous unit par-delà la séparation de l'espace. Nous nous trouvons dans une situation qui est symétrique à celle du téléphone portable et qui partage avec cette description du téléphone portable quelques traits d'importance. En effet, avec le portable, je me meus dans l'espace et je parle à quelqu'un qui se meut dans l'espace. Nous partageons alors l'espace de la parole, cet espace seul, mais nous sommes mobiles et si je vous téléphonais avec mon portable, vous ne sauriez pas où je suis et je ne saurais pas davantage où vous êtes. Je voudrais comprendre avec vous, au nom de la téléphonie, ce qu'il advient du loin et du proche quand nous sommes soumis à des divorces de l'espace et de la parole et de l'espace vécu, comme c'est le cas en ce moment même. Et pour ce faire, je voudrais m'appuyer avec vous sur un fait grammatical bien décrit par un génie de la linguistique du XXe siècle, Émile Benveniste. Ce fait grammatical, c'est la grammaire des pronoms. La grammaire des pronoms, en effet, s'appuie sur un fait du langage humain de première importance, l'identité du lieu de l'énonciation et de l'espace vécu, le partage de la parole et de l'espace au lieu même de la rencontre. Or, plus encore que le défunt téléphone fixe, le téléphone portable a fait divorcer ces deux espaces de manière définitive. Si le téléphone fixe reliait des lieux, le téléphone mobile relie des individus, et non pas des lieux, nomades, sans place assignée, sans domicile fixe, et portés par le seul espace de la parole partagée. Le portable institue l'espace d'un contact sans tact, et plus encore, réalisant d'une certaine manière des mythes de l'Antiquité, on peut penser à celui de Psyché, des voix sans corps. Là où nous nous parlons, normalement, nous partageons l'espace où nous sommes. Là où nous nous téléphonions de téléphone fixe à téléphone fixe, nous pouvions assigner à chacun un espace, et même si je ne savais pas où tu étais, je savais que tu étais là où je t'appelais, au lieu même où tu m'aurais répondu si je t'avais rappelé. Là où nous nous appelons aujourd'hui, de portable à portable, les corps sont disjoints dans des espaces qui ne sont plus seulement séparés, mais sans lieu. Au moment où je te rappelle, d'ailleurs, tu as peut-être disparu du lieu où je t'avais parlé. Tu es peut-être déjà loin, et plus loin qu'au moment où la parole te rendait proche de moi. Si le portable et les inventions de téléphonie nous intéressent, c'est qu'ils nous obligent à nous demander qui est le sujet de la parole, quel est son espace, sa position, son instance, son ancrage. En tout cas, le sujet des télécommunications est un sujet qui n'a plus besoin d'avoir les pieds sur la même terre que son interlocuteur pour parler. C'est un sujet qui est une manière de télésujet loin des autres. Mais il faut être attentif au contact délié que le téléphone rend possible et aller même jusqu'à dire qu'une révolution s'opère dans la manière de concevoir séparation et contact. Car la séparation physique est bien évidemment le secret du contact.
Ce terme, dont l'étymologie contingere de tango je touche, était pourtant la promesse de toutes les caresses, comme le programme d'une esthétique de toucher ne s'emploie guère que pour évoquer les situations où les corps sont séparés, interdits de caresses ou de choc. Lorsque deux personnes partagent le même espace, la même pièce, il est difficile de prétendre qu'elles entrent en contact ou même qu'elles sont en contact. Le contact, qu'on le prenne, prendre contact, ou qu'on y entre, entrer en contact, est affaire de lointain. On peut s'émerveiller alors que le téléphone permette de mettre en contact des corps lointains, mais on gagnera à ne pas oublier que la réalité sensible du contact fait fond sur la séparation. Sans doute, le fil de nos anciens téléphones offrait-il alors une belle image au téléphone fixe, à la fois fil du discours et fil d'Ariane dans les labyrinthes de la distance, peut-être aussi fil des parcs tissés par la voix et coupés par des clotos économes. Désormais, le téléphone est sans fil, il a inventé le lien sans contact. Tournons-nous alors vers une philosophie de l'expression pour comprendre ce qu'il en est de l'espace des corps dans l'espace des paroles séparées. Dans le compartiment de train, le portable peut gêner. Au restaurant, il insupporte. Au musée ou au concert, il exaspère. Comment comprendre ces réactions ? On peut les attribuer successivement à la détestation de la technique, à une vague idéologie de l'incarnation qui pousserait à refuser un échange verbal tenu en l'absence des corps. On peut évoquer aussi une sociologie de la politesse dans l'espace public ou tout simplement les bonnes manières. L'hypothèse que je vais défendre ici est tout autre. Ce refus du téléphone portable naît en effet d'un dysfonctionnement qui est lié, c'est du moins l'hypothèse, à la topologie de l'énonciation. Et je suppose justement que c'est la topologie de l'énonciation qui gouverne l'étiquette et non l'inverse. Aujourd'hui, en effet, les anathèmes lancés contre le téléphone portable sont nombreux et souvent bien inutiles face à la double raison d'être du téléphone portable, sa commodité, qui l'a rendu indispensable, mais surtout sa nécessité existentielle, qu'on peut mesurer à l'aide de ces deux axiomes, communico ergo sum, ou plutôt essere est percipi, exister, c'est être perçu, on peut me joindre, on m'appelle, donc j'existe. Notre ami Pierre Pachet avait su décrire cette subjectivité du premier venu dans les pages importantes qu'il avait consacrées au téléphone. Le téléphone répond à un déficit d'être. Il permet, je le cite, de puiser le supplément d'être qui me fait cruellement défaut. Derrière la sollicitude du coup de fil, on entend une peur féroce, la peur d'être seul avec soi. Mais précisons davantage encore ce qu'il en est des pronoms dans la scène que j'évoquais tout à l'heure. Non pas ce qu'il en est de la parole elle-même échangée au téléphone, mais ce qu'il en est des pronoms. La thèse que je défends ici, c'est que le portable introduit un décalage inouï entre l'espace vécu, l'espace du pré, et l'espace de l'énonciation, l'espace du loin. Dans une série d'articles fondateurs, dont je vous ai indiqué les coordonnées en bibliographie, Émile Benveniste avait décrit ainsi la coïncidence de l'espace vécu et de l'espace de l'énonciation. Dans les conditions concrètes de l'échange verbal, je est celui qui parle à un tu présent qui peut prendre la parole à son tour, ce qui n'est pas du tout le cas dans une visioconférence. Ce couple formé par je et tu est le couple de l'énonciation. Leur système est fondamental pour toute pragmatique linguistique. Il est décrit comme les coordonnées de l'échange verbal. Or, dans ces mêmes
coordonnées, les coordonnées de l'échange verbal, et le terme spatial est important, il ou elle est la personne, non pas de l'interlocution, mais de la délocution, la personne dont on parle, autrement dit la non-personne. À l'appui de cette thèse, qui a été maintes fois discutée, on peut alléguer la situation très particulière de la troisième personne dans le verbe de la plupart des langues, et surtout l'affinité de la troisième personne avec les verbes dits impersonnels, qu'il s'agisse des verbes météorologiques, il pleut, il neige, mais aussi it rains ou tonate, et les verbes de modalité il faut, il se peut. Citons un instant Benveniste. Il s'ensuit que très généralement, la personne n'est propre qu'aux positions je et tu. La troisième personne est, en vertu de sa structure même, la forme non personnelle de la flexion verbale. La présence de il ou elle dans l'espace vécu est donc inutile pour que je parle à tu, mais si je et tu peuvent parler d'il ou d'elle en leur absence, il faut que tu sois présent à je pour qu'il s'adresse à lui. Je ne néglige pas que cette présence peut être hallucinatoire, comme dans la prosopopée et autres figures du dialogisme. La troisième personne, donc, n'est pas indispensable à l'interlocution, et je n'exclus pas au reste que cette troisième personne soit pour ces raisons mêmes le seuil à partir duquel commence le droit et la politique. Si il ou elle sont présents dans l'espace de l'interlocution, il convient, selon un usage de la politesse qui exprime ici une règle de pragmatique fondamentale, de les appeler par leur nom et non pas de les désigner par un pronom. Je cite encore Benveniste. Il ou elle peut servir de forme d'allocution vis-à-vis de quelqu'un qui est présent quand on veut le soustraire à la sphère personnelle du tu ou vous. D'une part, en manière de référence, c'est la forme de politesse, employée en italien et en allemand, qui élève l'interlocuteur au-dessus de la condition de la personne et de la relation d'homme à homme. C'est le cas, par exemple, des formules serviles, Madame est servie, ou Monsieur reprendra bien un peu de café. Mais on trouve aussi, dit Benveniste, des témoignages de mépris pour ravaler celui qui ne mérite même pas qu'on s'adresse personnellement à lui. Mettons, par exemple, qu'est-ce qu'il veut ce mec ? Aussi, les enfants ne doivent-ils pas parler de leur mère sous la forme du pronom « elle » quand celle-ci est présente ? Généralement, la mère les reprend en précisant « mais qui, elle ?» Il ne faut pas dire « elle ne veut pas qu'on mange trop de gâteaux, elle ne veut pas qu'on utilise notre portable, mais maman ne veut pas ». Revenons un instant dans le compartiment du chemin de fer, scène qui nous avait servi de point de départ. Ce qui se passe lorsque vous êtes le témoin muet d'une conversation au téléphone portable, c'est que l'espace vécu de l'échange verbal ne correspond plus à l'espace de l'interlocution. Vous, qui êtes le tu naturel du voisin qui est assis en face de vous, c'est-à-dire dans le face-à-face, la situation normale de l'échange entre je et tu, parce qu'il est le jeu de l'énonciation, vous êtes forcé de devenir le il ou le elle de l'interlocution. Non pas que je se mette à parler de vous avec lui ou elle, il est vrai que cela peut arriver, pardon. Imaginons une formule du style « tu ne sais pas ce qui m'arrive, je suis assis en face de quelqu'un qui connaît, etc. etc. » Mais sans aller jusque-là, alors que vous devriez être l'interlocuteur désigné, vous vous retrouvez en position de délocuté, exclu de l'interlocution. Plus simplement, le tu de l'espace vécu ne correspond plus au tu de l'espace de l'interlocution, et le il de l'espace vécu est devenu ce tu de l'interlocution. Le sociologue Erving Goffman a proposé une typologie extrêmement raffinée des auditeurs occasionnels, qu'il appelle les overhearers, d'un discours qui ne leur est pas destiné. Il décrit les méandres des relations entre l'énonciateur, le récepteur-destinataire et le récepteur qui n'est pas destinataire. Il évoque le cas du chauffeur de taxi, par exemple, témoin paradoxal de l'intimité des couples, figure même du délocuté. On possède
quelques analyses sociolinguistiques de ce type d'échange qui prennent d'ailleurs Goffman pour référence. Avec le téléphone portable, on se trouve simultanément sur plusieurs scènes et on a pu évoquer à ce propos une situation de cubisme verbal. En effet, comme dans une toile cubiste, l'utilisateur du portable est vu sous deux perspectives, deux spatialités propres, car il appartient à deux repérages. Il est soumis à une espèce de simultanéité, de saturation de circuits. Cette simultanéité est grimaçante, parfois loufoque, souvent difficile, et la personne qui reçoit l'appel peut tenter plusieurs stratégies de face work. Elle peut sortir du compartiment, se retirer, elle peut aussi mettre ses hôtes en attente, ce qui est particulièrement délicat. Cette mise en attente prend fin avec la conversation, etc., etc. Vous connaissez toutes et tous ces situations. Voilà donc ce qu'il en est du téléphone portable, et voilà ce qui ne va pas dans le téléphone portable. En l'absence de l'interlocuteur qui appartient à notre espace, la deuxième personne de l'espace de l'interlocution devient un délocuté. Une personne dont on peut parler ou non, mais qui n'est pas invitée à participer à l'échange, dont il est, par son corps même, partie prenante. Sans doute faut-il même dire qu'il participe à l'échange, à son corps défendant. Comme Goffman, nous pensons que la parole est inscrite dans l'espace, comme lui, nous pensons que la linguistique est une topique, mais nous ne croyons pas que son espace soit d'abord social. Ou plutôt, nous voudrions affirmer que si l'espace qui règle les échanges verbaux est aussi un espace social, il est d'abord l'espace même de la parole, ce qui nous autorise à revenir à Benveniste. Quel est pour lui l'espace de la parole ? Pour situer le sujet relativement au procès, il faut, précise Benveniste dès 1950, avoir recours aux trois références de la personne, du nombre et de la diathèse. Réunies, elles définissent ce que Benveniste appelle le champ positionnel du sujet. Le champ positionnel renvoie à un espace vécu qui n'est pas l'espace logique d'Euclide, qui est formel, homogène et isotrope. L'espace discursif a des propriétés topologiques étrangères par définition à l'espace euclidien. Il est hétérogène, anisotrope, configuré par des objets qui s'y déplacent et s'ordonnent les uns par rapport à un centre de référence, l'observateur, énonciateur. Telle avait été la leçon de l'article de 1949 sur les prépositions spatiales. Tel est aussi le sens de l'analyse des événements. Il n'est pas de langage possible si l'on n'y introduit pas par la présence de la personne. Je cite Benveniste, « Le langage n'est possible que parce que chaque locuteur se pose comme sujet. Le locuteur, poursuit-il, énonce sa position dans la structure du dialogue. Il y a deux figures en position de partenaire. » Vous aurez été attentive et attentif au lexique. Il y va là d'une véritable phénoménologie du sujet parlant, comme en témoigne la notion même de position. Le sujet se pose grâce à la langue, et en se posant, il pose le monde. Cette position est certes un repère, mais c'est aussi le lieu à partir duquel va s'organiser dans et par la perception du sujet l'univers des objets du discours, tout comme l'univers du discours qui nous le fait connaître. Autrement dit, la position, chez Benveniste, c'est le point privilégié où je me tiens pour parler et distinguer ce qui est loin et ce qui est près. C'est, comme le dit la phénoménologie de Maurice Merleau-Ponty, un jeu ancré. L'objet est près ou loin de moi ou de toi. Il est ainsi orienté, devant ou derrière moi, en haut, en bas, visible ou invisible, connu ou inconnu. Le système des coordonnées spatiales se prête ainsi à localiser tout objet en n'importe quel champ, une fois que celui qui l'ordonne s'est lui-même désigné comme
centre et comme repère. Cette formulation merleau-pontienne, vous la trouvez chez Benveniste. Je souligne, avec le plus de force possible, l'option phénoménologique qui anime les pages que Benveniste consacre au déictique. Qu'il s'agisse du temps ou de l'espace, ici, proche de moi, c'est là où je parle, et maintenant, c'est le moment où je parle. Il suffit donc d'entrer dans le domaine du discours pour que la déixis, l'opposition de ce qui est proche et de ce qui est loin, de ce qui est loin et de ce qui est près, acquiert des traits spécifiques. Il en va des personnes comme du temps et du lieu. Avec les déictiques, le monde s'ouvre, je et tu existent dans le discours qu'ils font exister. Ainsi, loin d'être un espace et un temps absolu ou symétriques, l'espace et le temps linguistique ont leur centre générateur, je cite Benveniste, dans le présent de l'instance de la parole. Et ce présent est lié à la présence de la parole. Benveniste ira jusqu'à écrire « Le présent est cette présence au monde que l'acte d'énonciation rend seul possible. » Le langage est une expérience humaine et l'expérience, toute l'expérience, s'articule dans le langage. On peut aussi se rendre attentif au terme même d'instance par lequel Benveniste inscrit le sujet dans la langue. C'est précisément à propos des pronoms que Benveniste évoque l'instance de discours, c'est-à-dire l'acte chaque fois discret et unique par lequel la langue est actualisée en parole par un locuteur. L'instance, instare, le contraire donc de la distance, marque l'ancrage dans un espace et dans un temps singulier. Les pronoms « je » et « tu » ne sont deux instances pleines qu'en discours, c'est du discours et du discours seul que les pronoms et les autres déictiques reçoivent réalité et substance, je cite, « je » est l'individu qui énonce la présence instance de discours contenant l'instance linguistique « je ». Situation et prise de parole sont donc originairement contemporaines, et c'est cela que le téléphone portable détricote, c'est cela que la visioconférence détricote. La parole s'instaure avec l'ouverture d'un champ de présence articulé par « je » et « tu », dont le champ de proximité et d'éloignement est toujours celui des démonstratifs. « Je » et « tu », ici et là, maintenant, hier, demain, sont des mots qui n'admettent aucune définition lexicale et qui n'ont de sens, en langue, que là et quand celle-là prend sens dans et par le discours, entendu comme voix d'une parole qui s'inaugure d'elle-même. À ce titre, selon la lecture d'Henri Maldinet, dans un texte tout à fait important de Regard, Parole, Espace, que j'ai aussi indiqué dans vos notes, à ce titre, donc, Maldinet montre comment Benveniste mécontente le Hegel de la phénoménologie de l'esprit et propose un nouveau départ pour décrire la certitude sensible, l'opposition de ce qui est près et de ce qui est loin. Maldinet, en effet, fait voir dans ce texte fameux, qu'a fort bien commenté Françoise Dastur, dans un autre article que j'ai indiqué dans vos notes, comment la théorie de Benveniste permet de dépasser cette dialectique pour fonder en même temps l'espace de la perception, l'espace de la parole, l'espace de la rencontre et l'espace du contact. Chaque ceci est sensible comme foyer présent qui a sens et forme sous l'horizon d'une présence spatiale et temporelle au monde, alors que le ceci universel hegelien est posé dans la forme de l'objectivité qui fait de tout ceci compris en lui un point d'univers. La méconnaissance de la dimension déictique se dénonce plus nettement quand Hegel évoque le moi. Quand je dis moi, écrit Hegel, ce moi-ci, singulier, je dis en général tous les mois, chacun d'eux est juste ce que je dis, moi, ce moi singulier-ci. Il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont Hegel déconstruit ce privilège du déictique et peut-être rapprocher sa déconstruction
de celle à laquelle se livre Jacques Derrida dans De la grammatologie. Or, ce moi qui est tous les mois, est justement l'inverse du jeu de benveniste. Alors que chez Hegel, le sujet est exprimé par la langue qui le contient, le déictique est l'opération par laquelle le sujet se pose dans le langage et pose le monde du langage qui est tout uniment le monde de la perception. Quand je dis je, celui à qui je m'adresse sait ce que je veux dire, exactement comme il sait ce que parler veut dire. Ce moment suppose certes une identification, mais qui n'est pas une identification à l'autre, ni un moi universel qui serait l'âme du langage. L'écoutant qui entend « je » effectue une identification semblable à celle du locuteur. Chaque locuteur s'identifie lui-même avec sa propre parole. Je cite Maldiné, commentant Hegel à partir de benveniste pour montrer la relation entre le proche et le lointain de l'espace vécu et du proche et du lointain de l'espace de l'interlocution. C'est en s'identifiant comme personne unique prononçant je que chacun des locuteurs se pose tour à tour comme sujet. Prendre la parole et dire je ne reviennent pas, comme le soutient Hegel, à désigner un universel dont le sens serait disponible dans le système du langage. Si je n'a pas de sens lexical et s'il peut être assumé par chaque locuteur, c'est à condition qu'il renvoie chaque fois à l'instance de son propre discours. C'est dans le discours qu'il est symbole, car en lui, forme et sens sont inséparables. Je cite encore Maldiné, « Je ne vaut que dans l'instance où il est produit, mais parallèlement, c'est aussi en tant qu'instance de forme je qu'il doit être pris. La forme je n'a d'existence que dans l'acte de parole qui la profère. Le moi qui parle à un autre, ou plutôt je parle à toi, je et tu sont interchangeables, non pas parce qu'ils se pourraient se mettre à la place de l'autre, mais parce qu'ils sont présents l'un à l'autre, dans le même espace. Le nous de cette coprésence, loin d'être le résultat d'une fusion ou d'une contagion, n'est pas davantage le pluriel de je, mais une jonction entre le je et le non-je. Chez Maldiné, comme chez benveniste, la situation parlante est une situation existentielle. Elle est l'articulation de l'être au monde. Et Maldiné rappelle cet entrelac thématisé par Heidegger. La parole, écrit Heidegger au paragraphe 34 de Sein und Zeit, a une originalité existentielle contemporaine de celle de la situation et du comprendre. Heidegger, donc, anticipe d'une certaine manière certaines des leçons de la pragmatique, et sans doute le fait-il parce qu'il a bien lu Karl Bühler, ce que Claude Romano avait montré dans un bel article. Chez Heidegger, il y a un lien d'essence entre la parole, le fait de parler, l'espace de l'interlocution, l'espace vécu, la situation, et la compréhension. Die Rede, la parole, ist mit Befindlichkeit, Befindlichkeit finden sich, se trouver, und verstehen, la compréhension, existential gleich ursprünglich. Ils sont liés existentiellement de manière originaire. Si la parole est à l'origine de la langue, c'est que le sens du monde repose sur la signifiance de l'être au monde qui est articulation de la situation, Befindlichkeit. Ce qu'on appelle la fonction communicative de la parole est fondée sur une première communication avec le monde dans la rencontre, qui distingue le proche et le lointain, et cette rencontre n'a pas lieu dans l'immédiat, mais bien plutôt dans la proximité, qui est la dimension même du sentir. Le proche est ce qui est là, et qui n'est là qu'à partir d'ici, mais mon ici, n'est pas un point d'univers commutatif avec les autres dans un espace de géométrie. Ici est le départ d'une ouverture qui instaure le champ du monde. Le maintenant, le ici, le je, le tu, en raison de leur rapport direct avec le je du locuteur, sont ces moments de la langue qui manifestent en elle l'émergence actuelle aussi bien qu'originaire de la parole.
car maintenant ne signifie pas un moment donné quelconque, mais la création du présent à tout moment donné. Le présent du locuteur séparateur d'époque n'est pas une limite indéterminée ou confuse, mais représente au contraire, dans la diachronie interne de la langue, le moment crucial de la constitution du système verbal. Le « je » qui parle n'oriente pas une signification d'après les circonstances, il signifie une situation dans une parole qui décide. Maldinet peut alors conclure « Une fois de plus, s'impose la correspondance de la parole et de l'espace ». La grammaire des déictiques nous apprend donc, pour ainsi dire, la naissance de la parole. Là où un « je » parle à un « tu », ils ouvrent un monde, et si la linguistique de Benveniste rencontre la phénoménologie de Heidegger et de Merleau-Ponty, c'est qu'elle indique la tresse de la parole et de l'espace, du lieu et du verbe. Or, c'est cette tresse que la téléphonie aura dénouée à jamais, qu'il transforme le tu de l'espace présent en délocuté, qu'il fasse advenir en lui un lui absent en lieu et place d'un tu présent. Cette double distorsion ne se comprend qu'à la lumière de ce qu'il sépare, la parole et l'espace. Il faut maintenant comprendre comment Martin Heidegger lui-même pose la relation du proche et du lointain dans des paragraphes tout à fait considérables d'Être étant de Sein und Zeit, le maître livre de 1927. Je voudrais donc, et c'est le deuxième temps de cette leçon, me consacrer avec vous à l'étude de ces paragraphes qui figurent dans vos documents au titre de Être loin de, c'est le texte tout à fait considérable que j'ai reproduit. Alors, ce texte, je voulais distribuer dans la version d'Emmanuel Martineau, Être étant, de Heidegger, mais je fais tout de suite une remarque de lexique que je dois à une commentatrice de Heidegger, Marlène Zarader, dans un livre important que je vous ai indiqué dans vos notes, Lire, Être étant, de Heidegger, qui réfute une lecture de Jean Grech dans Ontologie et temporalité, lecture intégrale de Sein und Zeit de Être étant. En effet, nous allons le voir, Heidegger considère que la spatialité propre au Dasein est celle qu'il intitule, d'un terme allemand, Entfernung. Le problème du terme Entfernung, c'est que la manière dont Heidegger l'écrit indique que pour lui, ce terme veut dire rapprocher ou déséloigner. Heidegger, ici encore, joue sur les mots. Je cite la remarque proposée par Marlène Zarader. Nous voici avec l'Entfernung en présence d'un nouveau concept dont la traduction, dit-elle, est très difficile. La traduction adoptée par De Vellens et Martineau présente le désavantage de dire presque le contraire de ce que veut dire Heidegger. En effet, et Alphonse De Vellens et Martineau traduisent Entfernung par éloignement, avec le trait d'union. Il est vrai que c'était déjà le cas du mot allemand, mais l'effet en allemand n'est pas aussi gênant qu'en français. Je poursuis la lecture de la remarque traductive de Marlène Zarader. Heidegger écrit Entfernung avec un trait d'union, ce que voudrait rendre en français la graphie et trait d'union éloignement, fern signifie au loin, et Entfernung signifie en principe éloignement. Mais en écrivant Entfernung avec un trait d'union, Heidegger veut désigner l'acte de supprimer une distance, c'est-à-dire l'acte non pas d'éloigner, mais de rapprocher. Cela dit, si on traduisait par rapprocher, on perdrait le rapport à la distance, au lointain. Entfernung est comprise
comme une suppression, une diminution de la distance du lointain, suppression dans laquelle la distance reste essentielle, mais essayer de faire porter au terme français éloignement la même structure, le lointain et sa suppression, est très difficile parce que l'on dit éloignement et on entend éloignement, qu'il y ait ou non un trait d'union. Un terme plus approprié, et c'est la traduction pour laquelle j'ai opté, dit Marlène Zarader, serait celui de déséloignement, où l'on entend l'éloignement en même temps que l'acte de le supprimer. Et donc, ce que je voudrais examiner dans le deuxième temps de cet exposé avec vous, c'est la manière dont Heidegger décrit notre rapport premier à l'espace, au lieu, faudrait-il dire, la spatialité constitutive de l'expérience du Dasein, comme une expérience du déséloignement. Heidegger va ainsi expliquer ce qu'il formule d'un trait, notre tendance au déséloignement, notre tendance à la proximité. Nous nous situons, avec les paragraphes 22 à 24 de Sein und Zeit, dans le chapitre 3 de Sein und Zeit, chapitre 3 de la première section. Le chapitre premier a été consacré à l'exposition de la tâche d'une analyse préparatoire du Dasein. L'analyse préparatoire du Dasein à l'analyse qui n'aura pas lieu dans la seconde partie différée de l'analyse du Sein lui-même. La deuxième partie, le deuxième chapitre de cette première section, de la première partie, est consacré à l'être au monde comme constitution fondamentale du Dasein, l'appartenance au monde, et le chapitre 3 à la mondanéité du monde, à ce qui fait que notre monde est un monde. Or, dans ce chapitre 3, nous avons 3 sections: analyse de la mondanéité ambiante et de la mondanéité en général. Deuxièmement, dissociation de l'analyse de la mondanéité par rapport à l'interprétation cartésienne du monde. Et enfin, C, l'ambiance du monde ambiant et la spatialité du Dasein, où se situent nos 3 paragraphes. Il faut peut-être dire un mot des paragraphes 19 à 21, c'est-à-dire la manière dont Heidegger congédie la détermination cartésienne du monde comme res extensa. Ce congé donné à la res extensa cartésienne est un geste que l'on pourrait dire propre à la phénoménologie. En effet, c'est le geste même qu'accomplit Husserl dans la Crisis, c'est le geste même que accomplit Maurice Merleau-Ponty un quart de siècle plus tard dans la phénoménologie de la perception. La thèse de Husserl, comme celle de Heidegger et comme celle de Merleau-Ponty, c'est-à-dire la thèse de la phénoménologie elle-même, c'est que, d'une part, on ne saurait décrire notre rapport au monde dans les termes que nous lègue la science, c'est-à-dire les termes de la détermination d'un sujet qui serait situé dans un monde et que la géométrie pourrait décrire comme une affaire justement de distance, mais que, au contraire, l'expérience du corps propre, de la chair, de notre être incarné, est le lieu propre depuis lequel comprendre notre rapport au monde, à la spatialité. Et d'autre part, thèse que Husserl déploie dans la Crisis, mais aussi Heidegger dans ses paragraphes, et aussi Maurice Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception, il ne faut pas croire que la détermination géométrique de l'espace soit première et que la détermination phénoménologique du lieu soit seconde, c'est l'inverse qui est en jeu. La géométrie exploite, déploie, la géométrie comme science exploite, déploie l'expérience du lieu vécu par le Dasein comme corps propre, comme incarnation, instance de la spatialité. Ce congé donné à la res extensa est la pars, on pourrait dire, destructive, la partie destructive de ce chapitre 3,
Et c'est la section C qui assume le rôle de pars construens, de partie constructive. Cette section C se distribue donc en 3 paragraphes, 22, 23, 24. Le 22 est consacré à la spatialité propre des ustensiles ultramondains. La deuxième section, c'est celle qui va surtout nous occuper, est consacrée à la spatialité du Dasein. Et la troisième section est consacrée, elle, au rapport entre la spatialité du Dasein et la détermination de la spatialité de l'espace, au sens l'espace des savants. Alors, si vous le voulez bien, je voudrais maintenant commenter avec vous ces 3 paragraphes en vous demandant, vous les avez, donc je l'ai dit, c'est la partie qui s'appelle « Être loin », 2, RUEF 2, vous les avez, donc je voudrais les analyser. Là, le paragraphe 22, qui détermine la spatialité propre des ustensiles intramondains, porte sur la manière dont les ustensiles, les objets, occupent le monde ambiant. Notre monde est peuplé d'ustensiles qui sont à portée de la main, ce téléphone, ce stylo, cet autre stylo, ce micro, cet ordinateur. Ce caractère du « à portée de la main » ne se mesure pas au centimètre ou au millimètre près. Il n'est pas une question de spatialité géométrique, c'est plutôt l'usage que je fais de l'ustensile, la manière dont je le manipule, qui va me faire prendre conscience de sa proximité plus ou moins grande. S'il y a un critère de mesure, il est fourni par l'usage. Nous pourrions dire ainsi que nous mesurons la distance qui nous sépare des objets, non pas en fonction des centimètres, des mesures de la géométrie, mais en fonction de l'usage que nous en faisons. Ainsi surgit, et ce point est d'importance, un phénomène spatial sui generis, le phénomène de la proximité. Heidegger dit au paragraphe 22, à la page 310, « Toutes les choses du monde sont placées ». Les illustrations de ce placement, propre à la proximité, ces illustrations sont nombreuses. Je cite Heidegger. La place se détermine à chaque fois comme place de cet outil pour, à partir de la totalité des places, orientées les unes vers les autres, du complexe des outils à portée de la main sur le mode du monde ambiant. La place et la diversité des places ne sauraient être interprétées comme le « ou » d'un quelconque être sous la main des choses. La place est toujours le là-bas et le là déterminé de la destination d'un outil, laquelle destination correspond à chaque fois au caractère d'outil de la portée de la main, c'est-à-dire à l'appartenance à une totalité d'outils qui lui est assignée par la tournure. On peut citer, comme dans Sein und Zeit, la question de l'aménagement de la maison, la question du rangement d'une chambre. C'est précisément ce genre d'activité qui nous fait prendre conscience de la spatialité propre du monde ambiant dans lequel il n'y a pas des lieux quelconques. Avoir sa place ou être à sa place est une marque spatiale qui va de pair avec ce que Heidegger appelle ici la contrée. Ce verrou de la destination utilitaire, possible tenu d'avance sous le regard circonspect de l'usage préoccupé, nous le nommons, dit Heidegger, contrée. Dans la contrée 2, cela ne veut pas dire seulement dans la direction 2, mais en même temps dans l'orbe de quelque chose, dit Heidegger. Quelque chose comme une contrée doit tout d'abord être découvert, si doivent devenir possibles l'assignation et la trouvaille de place d'une totalité d'outils disponibles pour la circonspection. Les places trouvent place, si j'ose dire, dans le domaine des outils, dans une contrée. Elles sont ainsi assignées, déterminées par la contrée. L'espace
découvert dans l'être au monde circonspect, dit Heidegger, eh bien, voilà ce qui détermine la contrée. Imaginez, par exemple, que vous placiez des objets dans une pièce, ou des meubles dans une pièce, ou une maison dans un espace. Voilà ce que dit Heidegger. De l'étang constamment à portée de la main que l'être au monde circonspect prend d'emblée au compte, a dès lors sa place. Le ou de son être à portée de la main est mis en compte pour la préoccupation et orienté sur le reste de la portée de la main. C'est ainsi que le soleil, dont la lumière et la chaleur sont quotidiennement en usage, a ses places privilégiées, découvertes de manière circonspecte, à partir de l'employabilité changeante de ce qu'il distingue, lever, midi, coucher, minuit. Les places de cet étang à portée de la main, de façon tour à tour changeante et constante, deviennent des indications spéciales des contrées qui se trouvent en elles. Ces contrées célestes, qui n'ont encore nul besoin de posséder un sens géographique, prédonnent le vers ou préalable à toute configuration particulière de contrées occupables par des places. La maison a son côté exposé au soleil et son côté ombrageux, mais c'est vers eux que la répartition des lieux est orientée, et au sein de celle-ci également, l'aménagement, chaque fois déterminé, conforme à leur caractère d'outil. Des églises et des tombeaux, par exemple, sont orientés d'après le lever et du coucher du soleil, ces contrées de la vie et de la mort à partir desquelles le Dasein lui-même est déterminé quant à ses possibilités les plus propres d'être dans le monde. Que nous apprend le paragraphe 22 ? Le paragraphe 22 nous apprend que le monde des outils, le monde des ustensiles qui nous entourent, n'est pas un monde neutre, n'est pas un monde transparent, n'est pas le monde des places, des points, de la géométrie. C'est un monde de places, d'usage. Et les espaces qui déterminent les ustensiles, les outils, sont des espaces de place, dans lesquels la géométrie a fort peu à faire. Et ces places déterminent des contrées dans lesquelles, justement, les outils prennent place. Alors certes, le lexique archaïsant et les exemples de Heidegger sont des exemples qui, comme le disait Günther Anders dans un célèbre entretien sur Heidegger, sentent bon le monde paysan et tournent le dos délibérément au monde de la modernité dans lequel Heidegger évoluait dans les années 20. Cet archaïsme, qui a ses racines politiques et ses effets politiques condamnables, j'ai déjà évoqué cette question, ne doit pas nous empêcher de bien comprendre ce dont il est question dans le passage du paragraphe 22 au paragraphe 23 que je commente ici pour vous. Ce qui est en jeu, c'est bien une détermination du proche et du lointain, de l'être loin et de l'être proche. Le rapport du proche et du lointain, quand il s'applique à des ustensiles, à des outils, est affaire de place et de contrée. Quand il va s'agir, pour Heidegger, de passer à la question de la spatialité propre au Dasein, eh bien, ces déterminations vont laisser place à un nouvel ensemble de questions, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui caractérise la spatialité du Dasein comme tel. Ce qui va occuper Heidegger dans ce paragraphe 23 que je vous demande maintenant de considérer avec moi, c'est la manière dont le Dasein se rapporte à l'espace, compte tenu que l'être au monde connote un tel rapport. Vont surgir, dans ce paragraphe 23, deux nouveaux phénomènes qui ont évidemment un rapport avec le phénomène de la proximité de la place et de la contrée évoqué au paragraphe 22. Ce sont les deux phénomènes de Entfernung, ce que j'ai choisi de traduire donc avec Marlène Zarader comme déséloignement,
et de Ausrichtung, c'est-à-dire la question de l'orientation. Ce qui détermine la spatialité propre au Dasein, c'est le rapport déterminé au paragraphe 23 de l'Entfernung comme déséloignement et de l'Ausrichtung comme orientation. Alors je voudrais, pour finir cette leçon qui sera suivie d'un second épisode dans lequel nous reprendrons certains éléments sur lesquels je n'ai pas pu m'appesantir aujourd'hui, je voudrais, avec vous, considérer la lettre de ce paragraphe 23 et je m'arrêterai sur cette lettre pour en reprendre le commentaire dans 15 jours. Je le répète, il s'agit de lire de manière suivie ce paragraphe 23. Lorsque nous attribuons au Dasein lui-même une spatialité, un tel être dans l'espace doit manifestement être compris à partir du mode d'être de cet étant. La spatialité du Dasein, lequel n'a essentiellement rien à voir avec l'être sous la main, ne peut signifier ni quelque chose comme la survenance dans un emplacement de l'espace du monde, ni l'être à portée de la main à une place. Car l'une et l'autre sont des modes d'être de l'étant rencontrés à l'intérieur du monde. Le Dasein, lui, est au monde en un sens de l'usage préoccupé et familier de l'étant qui fait encontre de manière intramondaine. Si, donc, de la spatialité lui échoit en quelque façon, cela n'est possible que sur le fondement de cet être-là. Or, la spatialité de celui-ci manifeste les caractères du déséloignement et de l'orientation. Par déséloignement, le mot désignant un mode d'être du Dasein considéré en son être au monde, nous n'entendons point quelque chose comme l'éloignement, ou distance ou écart. Ce terme de déséloignement, nous l'employons dans un sens actif et transitif. Il désigne une constitution d'être du Dasein par rapport à laquelle le fait d'éloigner ou d'écarter quelque chose ne représente qu'une modalité déterminée, factice. Déséloigner veut dire faire disparaître le lointain, c'est-à-dire l'être éloigné de quelque chose, approché. Le Dasein est essentiellement déséloignant, c'est-à-dire qu'il laisse à chaque fois comme l'étant qu'il est, de l'étant venir à l'encontre dans la proximité. Le déséloignement découvre l'éloignement. Celui-ci, tout comme la distance, est une détermination catégorielle de l'étant qui n'est pas à la mesure du Dasein. Le déséloignement, au contraire, doit être établi comme existentiel. C'est seulement dans la mesure où de l'étant est en général découvert pour le Dasein en soi être déséloigné que deviennent accessibles dans l'étant intramondain lui-même des déséloignements et des distances par rapport à autre chose. Sinon, deux points sont aussi peu éloignés de l'un de l'autre que ne le sont en général deux choses. S'il est vrai qu'aucun de ces étangs, de par son mode d'être, ne peut déséloigner. Tout au plus ont-ils une distance trouvable et mesurable dans le déséloigné. Qu'entendre donc par déséloignement? Comment comprendre cette manière propre qu'a le Dasein de déséloigner ce qui est loin, de rapprocher, de se rendre proche l'étant? Heidegger fait de l'être loin et de l'être proche une double détermination propre au Dasein. Comment déséloignons-nous? Comment rapprochons-nous? Comment articuler être loin et être proche? Comment l'espace de la parole instaure-t-il ce rapport entre la proximité et l'éloignement? C'est ce qu'il nous reviendra de traiter dans la prochaine séance. Vous avez les documents à votre disposition.
Je vous invite à les lire et vous verrez comment j'essaie, en décrivant la description d'Heidegger, de comprendre le rapport du proche et du lointain, de l'être loin et de l'être près, dans le cadre d'une réflexion sur ce que j'intitulais, en commençant, la téléphonie. Je vous dis merci, je vous renouvelle mes vœux et je vous dis à bientôt. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.